Bonjour à tous et bienvenue dans dans ce nouvel épisode. Compilation numéro 3, axée spécialement sur la hernie discale. On va parler essentiellement de ça, sur différents aspects de la hernie discale, mais essentiellement ça sera sur ça. Donc, on va commencer avec ce qu'on a à nous dire ici. Je vais juste rappeler, c'est que cette personne-là, c'est un coach sportif, donc bon, qu'il n'y connaisse rien, hernie discale ou pas grand-chose, c'est pas un problème. Ici, on a un ostéopathe, ça m'ennuie un peu plus parce que c'est une personne qui va prendre en charge des gens avec des pathologies lombaires, notamment des fois des cas de hernie discale. Ça m'embête un petit peu plus par rapport au discours qu'il va avoir. Une hernie discale, encore une fois, à partir du moment où elle est avérée, elle ne va pas se soigner outre l'acte chirurgical. Alors déjà, on va juste s'arrêter sur le terme de soigner. Qu'est-ce que ça veut dire soigner? On peut avoir deux façons de voir les choses. Soit la disparition de la hernie discale, c'est la personne est soignée, soit c'est l'amélioration des symptômes de la personne. Ok? Sachant que les deux ne sont pas forcément corrélés, et on y reviendra, je reviendrai dessus à la fin. Là, on va utiliser le terme de soigner pour la disparition de la hernie discale, parce que c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Avant de continuer, on va rester quand même sur du positif. Je vous remets ce tableau ici qui nous montre en fait les anomalies à l'IRM chez des personnes qui n'ont pas de douleur. Et donc en fait on voit que, par exemple si on regarde les protrusions discales, bah voilà, à 30 ans il y a une personne sur trois qui a une protrusion discale. Pareil, on a l'arthrose des articulaires postérieurs, on a les spondylolisthésis, tout ça. Il y a plein de personnes qui en ont et qui sont asymptomatiques, et ça c'est important de le savoir. On n'a pas forcément une douleur quand on a une hernie discale. Ensuite, si on parle de résorption spontanée, dans cette étude, c'est une méta-analyse, on a un taux de résorption spontanée de 66,66%. Donc là, c'est clairement 2 personnes sur 3, on va avoir une résorption spontanée. En plus de ça, on a une revue systématique qui nous montre le taux de régression spontanée en fonction du grade. Donc le plus petit grade, c'est le bombement, donc on va avoir 13% en termes de taux de régression spontanée. En ce qui concerne la protrusion discale, ça va être 41%. Pour l'extrusion discale, ça va être 70% avec 15% de résorption complète. Et pour la séquestration discale, c'est 96% avec 43% de résorption complète. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Déjà, plus la hernie discale elle est grosse, plus elle a un taux de régression important. Donc ouais, c'est plutôt intéressant de savoir ça. Et ce que je vais ajouter par rapport à ce que j'ai dit au début, c'est qu'en gros, on peut avoir un patient qui a une hernie discale avec des douleurs, et en fait, ce patient-là, il peut s'améliorer, donc moins de douleurs, plus de fonctions, mais si on lui fait passer une IRM, sa hernie, elle n'a pas bougé. Mais cette personne-là, elle est quand même soignée. À l'inverse, on peut avoir des gens chez qui, à l'IRM, la hernie, elle va avoir régressé, mais qui vont garder leur douleur et qui vont garder leur perte de fonction. Et ça, on peut pas dire que ce patient-là, il soit vraiment soigné, pour le coup. Donc on va passer à la deuxième vidéo à analyser. Le principal problème de l'hernie, c'est la respiration, la gestion de la respiration. En partie. Alors je sais pas comment on peut en arriver à cette déduction-là, de dire que le principal problème de la respiration, de la hernie discale, c'est la respiration. Là, on a une étude qui nous montre le ratio entre les hernies spontanées et celles où un événement déclencheur a été identifié par le patient. Donc les hernies spontanées, c'est 37,7%, et les hernies déclenchées, c'est 62,3%. Ok, donc on va dire, en gros, pour faire simple, un tiers, deux tiers, pour simplifier. Donc un tiers d'hernie spontanée, deux tiers de hernie déclenchée. Donc, on va passer à la suite, et en fait, dans les hernies déclenchées, on sait à peu près qu'est-ce qui a déclenché la hernie, ou quel événement a été rapporté par le patient. Donc, en rouge, la plus grosse partie, quasiment 70% des hernies déclenchées, c'est dans des activités sans port de charge. Voilà, c'est une activité de la vie de tous les jours. Ensuite, en orange, on a le port de charge lourde. Ensuite, on a le port de charge légère. Ensuite, on a survenu sans effort particulier. Et ensuite, on a les traumatismes. Donc on voit bien ici que contrairement à la croyance où en fait on se fait des hernies discales en portant des charges lourdes, et pas forcément. Déjà on a vu qu'il y avait plein d'hernies qui étaient spontanées, donc déjà voilà. Et en plus dans les déclenchés, l'apport de charges lourdes ça représente qu'une toute petite partie en fait. Donc faut pas croire que porter des charges lourdes c'est ce qui fait la plus grande partie des hernies discales, la preuve avec cette étude là. Ensuite, on a une autre étude qui est plutôt intéressante, et donc en gros, c'est une étude qui a porté sur 115 paires de jumeaux monozygotes, qui sont génétiquement identiques, pour estimer les facteurs de risque. Et comment ils ont fait? En fait, dans les paires de jumeaux, en général, il y en avait un qui avait un travail plutôt sédentaire, l'autre qui avait un travail plutôt physique, et en fait, ils ont comparé les IRM, et en fait, qu'est-ce qu'on remarquait? En fait, si je vous montre les IRM, vous êtes incapable de savoir lequel était assis, et lequel était en train de porter des choses, on va dire. Et donc du coup avec ça, ils ont
stratifier les facteurs de risque de hernie discale. Et si on regarde au niveau lombaire, donc c'est ce côté-là, on voit que bon, il y a une grande partie de facteurs qui sont inexpliqués, bon ça, ok. Ensuite, la plus grande partie dans les facteurs expliqués, c'est la génétique, c'est vraiment la génétique. Ensuite, c'est l'âge, et en dernier, c'est la charge mécanique, ok. Donc là, on voit que, bon, déjà, il n'y a pas la respiration, on voit que porter lourd et la contrainte mécanique, ça joue pas tant que ça dans l'apparition de hernie discale. Donc ça, pareil, ça va quand même à l'encontre de pas mal d'idées reçues. Le plus grand problème que vous pouvez avoir dans la vie, c'est déclencher une hernie discale sans vous rendre compte. Et ça peut arriver juste comme ça. Vous pouvez le faire en faisant des accents très très naturels durant la journée. Bon, alors là, on a une vidéo, c'est Bac plus 17 en discours nocebo. Donc, on va analyser tout ça. Donc là, on nous dit qu'en gros, une hernie discale, ça peut arriver comme ça. Bon, en fait, on a vu, hein, oui, effectivement, il y a un tiers des hernies qui vont être spontanées. Mais il y a plein de gens qui ont des hernies et qui n'ont pas mal. Donc c'est pas si... Là, on nous dit c'est la pire chose qui puisse arriver. Bah pas forcément, il y a plein de gens qui ont des hernies discales et qui n'ont pas de problème. Il y a plein de gens qui ont des hernies discales, qui ont mal au dos, et après ça va mieux aussi. Voilà. Donc faut arrêter avec ce genre de discours, c'est hyper dramatique, surtout qu'il me semble que dans cette vidéo-là, après derrière, il nous explique comment prévenir la hernie discale. Quand on voit que les facteurs, quand on voit qu'il y a des hernies qui sont d'origine spontanée et qu'il y a des facteurs génétiques, on va pas changer votre génétique, et puis les facteurs spontanés, ça va être compliqué aussi. On voit que ça arrive aussi dans les déclenchés, on voit que ça arrive dans les activités de tous les jours, on va pas vous empêcher de faire les activités de la vie de tous les jours. Donc au bout d'un moment, faut se calmer un petit peu sur la hernie. Donc il faut savoir que les suggestions verbales nocebo, ça va activer des voies biochimiques, 2 voies différentes notamment, et en gros qui vont augmenter la douleur chez les patients. Et à l'inverse, on donne des suggestions verbales de diminution de la douleur, on va activer les opioïdes endogènes. Exemple, un patient qui vient, il a mal au dos, il vous montre son IRM, il fait ah, j'ai une hernie discale, c'est la cata. Et là vous regardez l'IRM, vous foncez un peu les sourcils, vous faites oula, effectivement là il y a de l'arthrose, la hernie elle est belle celle-là, hein. Ça, là vous devez avoir mal, hein. Là je pense que ouais, et vous allez avoir mal pendant un moment, hein. Là vu ce que je vois, c'est sûr on va se voir pendant un petit temps. Bon bah là vous êtes déjà en train d'activer toutes les voies nocebo de la douleur, et votre patient il va flamber, limite vous n'allez même pas le toucher si vous faites un dans la séance, il va rentrer chez lui, il va avoir plus mal. Par contre si vous dites ah ouais bon effectivement il y a une hernie, votre disque va être sensible pendant un moment, on va travailler ensemble, et puis vous allez voir que ça va bien se passer, vous allez faire un bilan neuro et tout ça, et vous allez dire, vous pouvez pas dire que c'est pas grave si vous n'avez pas quand même bilanté votre patient, hein, ça faut quand même le savoir, donc peut-être attendre d'avoir fait le bilan neuro, et après vous dites, bon bah voyez, sur l'IRM, bon, on voit une hernie, mais moi quand je teste vos nerfs, par exemple, bah, y a pas de perte de sensibilité, il y a de la force, ça c'est bon, ça veut dire que vos nerfs ils fonctionnent bien. Bon, votre disque il est un petit peu sensible, il est un petit peu irrité en ce moment, mais avec les séances, ça va vraiment super bien se passer, vous allez voir. Et là déjà vous allez activer les opioïdes endogènes et vous allez diminuer la douleur de votre patient. Ensuite, avec le discours qu'on a vu tout à l'heure, on va créer des attentes négatives. Et en fait, les attentes négatives, je vais vous montrer que c'est très puissant. C'est-à-dire, en fait, ça peut contrer des effets dentalgiques qui sont bien plus puissants que la morphine. Par exemple, le rémifentanil, antalgique, bien plus puissant que la morphine, ça dépend après de son mode d'administration. Là, je crois que dans cette étude-là, c'était en intraveineuse, donc c'est genre 25 fois plus puissant que la morphine, un truc comme ça. Donc en gros, on a pris des gens, on les a brûlés avec une thermode, on leur a dit ça fait mal à combien, et ils ont dit 70 sur 100. On leur a donné du rémifentanil, donc 25 fois plus puissant que la morphine, mais sans leur dire que c'en était, on leur a dit que c'était du sérum Phi. On leur a dit la douleur elle est à combien, en fait elle a un petit peu diminué, genre 55. Ensuite, on leur a remis du rémifentanil, mais en leur disant cette fois-ci, ah là, on vous met vraiment un super antalgique. Et là, on voit que la douleur, elle a quand même bien diminué. Et ensuite, on leur a retiré le rémifentanil, mais on leur a remis du rémifentanil, mais en leur disant que c'était du sérum Phi, et que du coup, vu qu'on avait retiré l'antalgique, il pouvait y avoir des douleurs rebonds et que ça allait pouvoir faire mal. Et là, en fait, on voit que le rémifentanil, il fait même plus effet, ils avaient mal comme au début. Donc en fait, on administre 3 fois le même traitement, on a 3 résultats différents. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'attente, on a un petit peu de résultats. Quand on a des attentes positives, le résultat il est pas mal, et quand on a des attentes négatives, le traitement il est complètement inefficace alors qu'on administre un antalgique ultra puissant. Donc répéter à longueur de journée, ah, ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal, en fait vous créez des attentes négatives chez les gens. Et forcément si vous dites tous les jours à quelqu'un tu vas faire du squat, tu vas faire du squat comme ça, tu vas te faire mal, à faire du squat comme ça tu vas te faire mal, vous allez activer des attentes négatives par rapport à l'exercice, et un jour il va avoir mal parce que juste vous allez induire cette douleur en fait. Ensuite il faut faire attention à ce qu'on dit, toujours pareil, parce que les mots que vous utilisez peuvent décider d'un traitement. Par exemple si une terminologie différente pour donner la même affection
Pour nommer la même affection, ça va influencer les préférences de prise en charge chez les patients. Par exemple, dans une douleur d'épaule, si pour une douleur qui est relative à la coiffe des rotateurs, si vous dites bursite au lieu de dire déchirure de la coiffe des rotateurs, chez les patients, vous allez diminuer la perception du besoin de chirurgie, d'imagerie, de consultation d'un spécialiste, la perception de la gravité de la maladie et la nécessité d'éviter vous allez diminuer la nécessité d'éviter le travail chez ces patients-là. Donc attention à ce que vous dites. Et c'est pour ça que je vous dis, par exemple, sur les problèmes de disque, au lieu de dire, ah ouais, il y a une hernie discale, une grosse hernie ou des choses comme ça, dites, voilà, le disque, il est un petit peu sensible, le disque, il est un petit peu irrité, et soyez modérés dans vos propos, et faites pas peur aux patients. Ensuite, on va passer, on va avancer, et toujours pareil, parce qu'en fait, en plus de ça, il faut faire attention aux mots que vous utilisez, et à ce que les patients vont comprendre. On a des études, alors pareil, de toute façon, ça, j'avais fait un article dessus, et j'avais fait une vidéo, je vous ai pas tout mis, mais je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, un professionnel de santé, quand il utilise le terme de aigu, c'est pour qualifier une douleur d'apparition récente. Mais eux, les patients, eux, ils pensent que ça veut dire que c'est grave, aigu. Chronique, pour un professionnel de santé, c'est juste la durée, en fait, de sa durée de la pathologie. Pour un patient chronique, des fois, il pense que ça veut dire que ça va jamais passer. Instabilité, pour les patients, quand là c'était à propos du dos, ça voulait dire pour eux que leur dos il allait pouvoir lâcher à tout moment. Voilà. Donc on voit qu'il y a des mots qu'on peut utiliser qui sont interprétés d'une manière complètement différente par les patients. C'est pour ça qu'il faut voir avec eux ce qu'ils comprennent. Il y a des patients, ils ont lu le compte-rendu d'imagerie, on leur a expliqué avec certains mots. Voyez avec eux, faites un travail pour comprendre ce que eux ils ont compris de ce qu'ils avaient. Et puis on évite les explications patho-anatomiques de la douleur. Bon là je vous ai mis cette personne-là qui, en gros, explique toutes les douleurs avec sous un prisme uniquement biomécanique, donc année 1980, hein, avec aucune notion de moderne sur la douleur. De toute manière, les professionnels de santé, on a des recommandations, on ne doit pas donner d'explications uniquement patho-anatomiques ou patho-anatomiques de la douleur chez nos patients, parce qu'en gros, c'est traduit en général comme un corps fragile. En plus de ça, mais on a des recommandations, mais on est mauvais. Hein, dans cette étude là, en fait, ce qu'on a vu, c'est que la plupart des patients dans cette étude, ils avaient reçu des explications patho-anatomiques de leur douleur par leurs professionnels de santé. Et là, je l'ai pas mis, mais je rappelle que 89% des patients qui ont des croyances de corps fragile ont, en fait, ils ont ces croyances à cause d'un professionnel de santé. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur la hernie discale, il vous a plu. Il me reste encore de quoi faire, je pense, pour le moment, 2 épisodes de compilation comme ça. Et donc, si j'en ai plus, je compte sur vous pour m'envoyer des vidéos sur mon Instagram. Je mets mon Instagram, par contre, dans la description, ça je le mets. Vous venez sur Insta, vous m'envoyez des vidéos. Alors, en gros, il faut que ce soit francophone ou anglophone, les deux. Faut que ce soit... parce qu'il faut qu'il y ait certains critères. Faut pas que ce soit totalement stupide, il faut que je puisse dégager quelque chose. Voilà. Si c'est trop bête, en fait, je vais pas pouvoir faire un truc intéressant à partir de ça. Donc il faut que ce soit des petites erreurs, des incompréhensions, voilà. Et vous m'envoyez ça et je vois si je peux faire du contenu avec et comme ça, on peut continuer sur ce format-là parce qu'a priori, il vous plaît bien. Donc on va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine. Salut.